C'est bon. Bonjour. Ça y est. Hop. 124. On va attendre un petit peu le temps que tout le monde arrive. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Et bonjour à toutes et tous. Voilà. On te laisse lancer les Moi, choses. j'attends encore un petit peu, je pense. Démarre quand tu veux. J'attends, allez, encore 15 secondes pour les retardataires. Et puis, on va y aller. Ok. Eh bien, on va y aller. Bonjour à tous et bienvenue du coup sur ce webinaire que je vais donc animer avec Florent et Laurent. On reviendra un petit peu sur vos profils juste après. Webinaire passionnant, qui s'annonce passionnant en tout cas, puisqu'on va parler aujourd'hui de la marque employeur et notamment comment attirer et s'adapter aux attentes des nouvelles générations. Avec du coup des retours d'expérience de Florent et Laurent sur leur vécu, ce qu'ils ont pu déjà faire. Florent, du coup, qui est CEO et cofondateur de We Feel Good, et Laurent, qui est le cofondateur et le CEO de e-Tracing. Est-ce que vous voulez peut-être vous présenter très rapidement pour expliquer un petit peu ce que vous avez fait puisque vous faites aujourd'hui? Ok, ben je vais prendre la parole. Donc Florent, bonjour à toutes et à tous. Florent, je suis le cofondateur de We Feel Good. Voilà, rapidement, je suis un ancien RH responsable marque employeur d'entreprise. J'ai travaillé dans 3 grands groupes français, ST Micro, Lactalis et Groupama. Et puis j'ai décidé de quitter ce monde salariat pour devenir entrepreneur RH en 2016. Voilà, j'ai créé Happy to Meet You, qui est un cabinet de recrutement, qui fait sa vie de cabinet de recrutement, et We Feel Good, qui est une agence marque employeur. Donc, ça fait 8 ans que j'accompagne des organisations, des petites entreprises, des moyennes, des grandes, sur des stratégies authentiques et sincères, mais on y reviendra, de marque employeur. Et puis à côté, je suis podcasteur. J'ai un podcast qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça, qui traite de ces sujets-là. Voilà, merci. Merci. Laurent? Donc, Laurent Chavaria, je suis cofondateur et CEO d'e-Tracing. Donc, e-Tracing, on est une société spécialisée dans les services en cybersécurité. Donc, on est un groupe de 500, à peu près 550 personnes avec une moyenne d'âge de 30 ans. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes avec une problématique RH très importante parce que nous, on fait du service. Donc, l'humain est au cœur de nos préoccupations et on est dans un métier en tension parce que trouver des spécialistes en cybersécurité, c'est difficile. Donc, c'est très important pour nous à la fois d'arriver à les attirer et les garder. Et avec une population, donc, effectivement, qui est jeune, puisque la moyenne est à 30 ans. Exactement. Et donc, pour ma part, moi, je suis donc Hélène. Je suis actuellement la DRH de Team Starter, qui est une société d'une soixantaine de personnes. Et donc, je suis depuis 6 ans dans les ressources humaines. Et j'ai travaillé principalement en recrutement, notamment en ESN, donc sur des profils aussi très jeunes, pénuriques. Et on a des gros problématiques de fidélisation, mais on y reviendra plus tard. Donc, tous les trois, aujourd'hui, on est là pour parler de ce vaste sujet qui est la marque employeur. Je vais peut-être redéfinir un petit peu la marque employeur pour ceux qui sont moins à l'aise avec ce sujet. Donc, la marque employeur, c'est un terme très global qui définit l'image en fait qui est véhiculée par une entreprise en interne et en externe. Grosso modo, c'est ce qui va faire, c'est ce qui va donner envie à nos collaborateurs tous les matins de se lever pour venir travailler, qui va donner envie aux collaborateurs d'être engagés dans notre entreprise en interne et en externe. C'est ce qui va donner envie à des futurs collaborateurs de postuler, de nous rejoindre, de s'intéresser à notre entreprise et à ce qu'on fait. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur ça, Laurent et Florent. C'est très bien résumé. Et effectivement, c'est à l'interface des ressources humaines, de la Exactement. communication, Du marketing. un peu du marketing. C'est un gros, mais c'est à l'interface effectivement de beaucoup de sujets. Ça peut être très conceptuel et c'est un peu chiant quand c'est conceptuel, mais on va essayer d'être très concret aujourd'hui pour effectivement avoir des tips pour réussir à, et comme tu l'as dit, à intégrer et fidéliser, parce que ce sont vraiment les deux objectifs. Même il y en a 3 pour moi. Il y a intégrer, fidéliser et engager
Et engagé. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est clé, en tout cas en 2023 pour les entreprises. Exactement. Hélène, juste une précision, ce webinaire se veut interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions et on aura toute une session de questions-réponses en fin. Donc voilà, vous pouvez dans le chat poser vos questions. N'hésitez pas. Et donc on l'a dit, la marque employeur, c'est un sujet qui est très vaste. Nous, aujourd'hui, on a décidé de se concentrer notamment sur les marques employeurs face aux générations Z. Donc les générations Z, ce sont ces jeunes générations, donc ce sont les personnes qui sont nées entre 1996 et 2010. Donc les plus âgés d'entre eux, ils ont aujourd'hui 27 ans. Ils sont dans le monde du travail depuis 2-3 ans, donc ils sont bien là aujourd'hui avec nous. Et c'est une génération qui est aujourd'hui très exigeante, qui fait bouger pas mal de choses. Et aujourd'hui, on va revenir avec le retour d'expérience de Laurent et Florent sur ce sujet-là. Voilà, un petit peu pour cette introduction. Laurent, du coup, je sais que c'est un sujet qui te passionne, notamment dans ta boîte par rapport au recrutement. Du coup, quelles sont un petit peu aujourd'hui les difficultés qu'on a à recruter cette génération dans le monde du travail? Et alors, difficulté, je vais peut-être parler des attentes en fait de la génération Z. Et est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, je dirais le premier point qui n'est pas spécifique, je dirais la génération Z. Je dirais c'est comme la X, Y, Z, T qui n'existe pas. Ça, finalement, c'est la rémunération. Donc finalement, pour attirer un bon candidat, voilà, il n'y a quand même pas de secret. Il faut lui proposer une rémunération qui soit en phase avec le marché. Ça, c'est le premier point. Je dirais ça, c'est pas spécifique. Après, là où il y a du spécifique, cette jeune génération, où il y a plusieurs spécifiques, c'est le sens du travail. En fait, où effectivement, c'est plus important pour les jeunes de pouvoir donner du sens à leur travail et de trouver un bon équilibre vie pro, vie perso. Je dirais ma génération ou des gens un peu plus âgés, finalement, cette notion de s'investir beaucoup dans le travail, finalement, c'était la valeur travail était importante, reste importante. Je dirais pour les jeunes, elle est importante, mais cet équilibre pro-perso, finalement, prend une part très, très importante. Plus importante que ce qu'on avait jusqu'à présent. Exactement. Et dans cette même logique de sens du travail, je dirais, et ça c'est très vrai pour l'ensemble des jeunes, l'aspect RSE, et quand je dis RSE, c'est le E, en fait, l'aspect environnemental, en fait, l'impact carbone que l'on peut avoir à la fois à titre individuel, à titre d'entreprise, en fait, ça, ce sont des éléments importants. En fait, les jeunes regardent, en fait, ces éléments. Et je dirais, un autre élément, c'est finalement la cohérence finalement entre le discours d'une entreprise et puis la réalité. En fait, c'est très important, je dirais, d'être à la fois transparent et honnête. Et donc ça, très en amont, quand on présente l'entreprise à un candidat, c'est effectivement être très clair sur ce qu'il fera, ce qu'il ne fera pas, ce qu'il pourra faire, sur le fonctionnement interne de l'entreprise, finalement. Et parce que le risque, c'est que s'il y a un décalage important entre finalement le discours qu'il a eu et puis la réalité opérationnelle qu'il constate une fois intégrée, je dirais là, la décision peut être très rapide. Et c'est aussi une spécificité des jeunes, c'est qu'en fait, ils sont capables de prendre des décisions finalement très brutales, très rapidement. Au sens, dans certains cas d'ailleurs, ce qui est intéressant me concernant, c'est que finalement, j'ai 4 enfants qui sont de 94, nés entre 94 et 2001. Donc finalement, il y a l'aspect, donc en plein dedans, exactement. Là où dans certains cas, on a tendance à se dire, finalement, ces jeunes, bon, il y a un côté, c'est peut-être leur éducation, voilà, on leur a mal présenté l'intérêt du travail. Et finalement, là où moi je relativise, c'est que finalement, j'ai les mêmes à la maison. Alors, ils sont plus à la maison, mais il y a cet aspect où finalement, même vis-à-vis de mes enfants, où je me dis, tiens, je pense avoir transmis naturellement une valeur travail, puisque j'ai créé une société, j'en avais créé une autre avant, et mon épouse travaille aussi. Donc, pour les deux, finalement, le travail et la valeur travail est importante. Et vis-à-vis de mes enfants, elle reste importante, mais finalement, et je reviens sur ce que je disais, sur cet équilibre vie pro, vie perso, c'est quelque chose qui est plus important finalement pour les jeunes. Et cet aspect aussi potentiellement déception par rapport à ce à quoi je m'attendais et décision rapide au sens, je change. Et j'ai eu le cas à mes enfants finalement qui a pris une décision que je trouvais un peu brutale. Alors, j'ai quand même discuté avec lui en disant est-ce que tu es sûr? Et finalement parce qu'il y avait un gros décalage entre l'attente et le discours qu'il avait eu et la réalité qu'il a rencontrée dans l'entreprise. Okay. Florent, tu peux peut-être compléter
Je pense que pour répondre à ça, justement, moi, la question qu'on se pose tous, c'est comment ces valeurs qu'aujourd'hui, qui sont véhiculées par la génération Z, comment finalement on les fait transparaître dès le recrutement, parce que la marque employeur, ça commence dès le tout début, du moment où le collaborateur clique le postulant clique sur le bouton. Comment, du coup, en tout début de process de recrutement, on peut véhiculer ces valeurs-là qui vont attirer justement ces jeunes générations? Ok. Alors, si je réponds à ta question, Hélène, ouais. Pour moi, le premier véhicule, quoi qu'on en dise aujourd'hui, ce sont les offres d'emploi. On sait qu'aujourd'hui, les offres d'emploi, on peut les trouver sur des sites carrières, on peut les trouver sur des sites comme Welcome, comme Hello Work, comme Indeed, etc. Enfin voilà, donc ça c'est le premier sujet. Mais je dirais la première interaction, à mon sens, qu'a un candidat avec une structure, c'est l'annonce. Et aujourd'hui, force est de constater quand même que 90% des annonces, 95% des annonces sont globalement moches, nulles, et copier-coller de job desk ou de description de poste que l'on fait et qu'on copie-colle. Et je ne jette pas du tout la pierre à DRH, que je l'ai fait pendant de nombreuses années. J'étais un gros feignant, donc je faisais ça. Parce que quand on a plein de choses à faire dans son entreprise, qu'on a plein de sujets et qu'on est RH généraliste avec un peu de recrutement, on n'a pas le même temps qu'effectivement qu'un recruteur dont c'est le job, dont c'est le métier ou qu'un TAM. Donc effectivement, il y a ce sujet-là. Et aujourd'hui, sur les offres d'emploi, je pense que c'est le premier canal et qui nécessite de donner envie effectivement aux personnes, aux candidats de s'intéresser sur un certain nombre de sujets. Je vais prendre quelques exemples. Pour moi, il y a la structure de l'offre. Il faut que la structure, elle donne envie et soit attractive. Donc, ce qui marche vraiment bien et ce qui intéresse beaucoup plus les jeunes quand on fait toutes les enquêtes, c'est les formulations qui reprennent les codes d'une interaction avec des questions-réponses. Ce sont des sujets, des intros d'annonces qui ont une meilleure visibilité et un meilleur taux de clic. Et aujourd'hui, les jeunes générations, en fait, elles veulent plus trop de la litanie des missions que l'on va réaliser. Ça veut dire qu'elles ne sont pas intéressées de savoir ce que ça va se passer, mais il faut le présenter différemment. Par exemple, ce qui fonctionne bien, c'est présenter une journée type. Plutôt que présenter des bullet points avec tout un tas de missions, un peu à la liste, à la Prévert, voilà tout ce que vous allez faire. Et ce qui peut déprimer quand on arrive à la fin, c'est quelle va être ma journée type, moi, si je suis un jeune comptable, un jeune opérateur de production, un jeune technicien de maintenance, un jeune dev, peu importe. Voilà. En fait, c'est aussi cette attente-là qui va fonctionner. Alors, vous allez me dire, c'est un peu de la com et du marketing. Ouais, c'est un peu de la com et du marketing parce que ça permet effectivement d'avoir des réponses à des questions qui sont sans équivoque. Voilà. Pour eux, c'est des sources d'inquiétude. Comment se déroule une journée type? Avec qui je vais travailler? Dans l'annonce que vous allez travailler avec Marie, sous la responsabilité de Marie, dans une équipe de 3. Voilà. Mais ça permet effectivement de transposer le candidat. Et puis, dans une annonce, il y a un sujet, alors tu l'as dit, Laurent, qui est clé. Aujourd'hui, très concrètement, il y a une véritable attente financière des plus jeunes. On ne va pas oublier qu'on est à 5% d'inflation, qu'on ne vit pas la même chose qu'il y a juste un an ou un an et demi en termes économiques. Et donc, les sujets de sens au travail, de gestion du temps, d'équilibre vie privée sont fondamentaux. Mais que si à la fin, tu es payé au SMIC ou tu es mal payé, ou en tout cas tu es en dessous du marché, ça va être super compliqué. Alors, il y a la rému fixe, ok, mais il y a aussi les avantages. Et ce que j'appelle les avantages, c'est les explicités. Pardon. Quand je vois dans des annonces, nous avons une super mutuelle, moi j'ai un peu flippé quand je dis ça. Pourquoi ne pas être plus précis? De dire très concrètement, nous prenons en charge, alors 50 c'est chouette, mais c'est juste la loi, mais X% de la mutuelle, voilà ce qu'elle va apporter. Ou quand je vois un CSE avec des avantages, autant décrire un certain nombre d'avantages. Quand je vois, pour les métiers qui le permettent, télétravail, juste dire télétravail en soi, c'est bien. C'est un atout, évidemment, indéniablement. Par contre, d'expliciter. C'est 2 jours, c'est 3 jours par semaine. Est-ce que c'est fixe? Est-ce que ce sont des jours qu'on peut prendre à sa guise? Est-ce que je peux, comme nous on le propose, par exemple chez nous, pendant 1 ou 2 semaines, à l'issue de mes congés, prendre 1 ou 2 semaines de full télétravail pendant ces 2 semaines-là sur mon lieu de vacances
pour y rester plus longtemps. C'est bête, mais en fait, c'est tout ça dont ils ont besoin, c'est de la transparence, d'être direct et d'arrêter effectivement les termes alambiqués que l'on a, que l'on avait. Je vais peut-être compléter, en fait, Hélène, par rapport à ta question. En fait, ce qui marche, et là, en gros, ce qu'on fait chez e-tracing, ce qui marche bien, c'est finalement quand des jeunes parlent aux jeunes. Et d'ailleurs, nous, on recrute beaucoup. On va recruter, je pense, 200 personnes. On a déjà recruté 170 personnes cette année. On va recruter environ 200. Et finalement, notre premier canal de recrutement, c'est la cooptation. Donc ça c'est l'élément où effectivement, quand un jeune parle à un autre jeune, finalement, et lui présente ce qu'il vit, quelle est sa journée type, pour rebondir sur ce que disait Florent, sur finalement quel est l'état d'esprit, et ça c'est important pour nous, on souhaite que les collaborateurs soient bien, en fait on veut du service, on veut qu'ils puissent s'inscrire dans la durée, finalement, même si je dirais maintenant, quand un jeune ne dit pas je vais rester 20 ans dans la même société, chez e-tracing on existe depuis 18 ans et il y en a qui sont là depuis 15, 16 ans, donc c'est possible de faire carrière chez e-tracing, et ça finalement un bon moyen de le croire, c'est de rencontrer la personne qui effectivement est là depuis 13, 14, 15 ans dans la société. Et donc, il y a la cooptation, et puis effectivement, on fait beaucoup, comme on embauche beaucoup de jeunes, on fait beaucoup de salons, d'écoles, d'universités, et donc là, finalement, les collaborateurs qui ont fait une école, effectivement, se retrouvent être ambassadeurs, et on leur demande, et eux sont motivés aussi pour aller présenter e-tracing, finalement, et ça marche bien. Après, il y a effectivement… Et Laurent, je te coupe, pardon. Sur la cooptation, justement, c'est quoi un petit peu que vous mettez en place pour encourager cette cooptation? Parce que la cooptation… Très bon point. En fait, il y a une prime. En fait, il y a une prime qu'on a augmentée, en fait, la valeur de la prime, et finalement qui est payée en 2 fois. C'est une fois quand le collaborateur arrive, et donc là, en fait, la moitié quand il arrive, et la moitié quand il est confirmé. En période d'essai. Donc, voilà. Et sachant que ça, finalement, cette cooptation, elle est pour tout le monde. Donc, même un stagiaire, en fait, qui coopte un autre stagiaire, en fait, il va avoir une prime pendant son stage. Un collaborateur qui coopte un stagiaire qui coopte un CDI. Voilà, on a effectivement, on ne fait pas de distinction, que la personne soit en CDI, en contrat d'apprentissage ou en stage. Effectivement, les 3… Okay. Et aujourd'hui, alors, à ton avis, c'est quoi qui fait que chez e-tracing, en tout cas, les gens ont envie de coopter? Parce que la prime, c'est une chose, mais il y a aussi autre chose derrière, parce qu'on ne coopte pas ses amis si on n'est pas bien dans son travail aussi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, pour nous, c'est je dirais la plus belle preuve, effectivement, que les collaborateurs se trouvent bien chez e-tracing. Si on est bien, on a envie aussi que des amis et de connaissances en fait, nous rejoignent. Donc, pour moi, c'est finalement la plus belle preuve, effectivement, que les collaborateurs soient bien. Après, je vais peut-être faire aussi d'autres éléments qui contribuent au fait que les gens soient bien. On a le label Happy at Work. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a plusieurs, en fait. Le principe, c'est un questionnaire qui est fait par un organisme tiers et qui, d'ailleurs, derrière, en fonction des notes et d'un certain nombre de critères, vous donne le label. Donc, nous, en l'occurrence, c'est le label Happy at Work. Mais ce qui est intéressant, au-delà du fait d'avoir le label, c'est effectivement que les collaborateurs vont remplir un questionnaire, en fait, de manière anonyme. Alors ça, de manière anonyme, c'est important. Que c'est important pour certains, c'est pas important pour d'autres. En tout cas, nous, on a une population d'informaticiens qui font de la sécurité. Donc, quand on a dit que c'était anonyme, eux ont vérifié d'ailleurs que c'était bien anonyme. Donc, ça, c'est bien le cas. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que finalement, pour s'améliorer, alors que ce soit par rapport à la RSE, par rapport à la perception de l'engagement des collaborateurs, en fait, on ne peut bien sûr améliorer que ce qui est mesuré. Et donc, l'avantage de ces questionnaires, c'est qu'effectivement, derrière, on va avoir une mesure factuelle sur, on a le pourcentage, d'ailleurs, qui contribue au fait qu'on ait le label Happy at Work, sur les nombres de collaborateurs qui recommandent, en fait, e-tracing. Ça fait pour faire le lien avec, effectivement, la cooptation. Et donc, effectivement, ce pourcentage, effectivement, est un critère important. Et pour nous, c'est un critère qu'on suit, effectivement, qui est finalement indirectement un élément de preuve d'engagement aussi des collaborateurs à partir du moment où ils sont motivés pour recommander leur entreprise, c'est qu'on pense qu'ils sont bien. Un autre élément, et là je vais faire d'ailleurs un petit clin d'œil, c'est intéressant,
le séminaire est monté par TeamStarter. Finalement, TeamStarter, je sais pas, Hélène, tu peux peut-être parler de la solution, mais qui contribue. Alors, finalement, c'est pas TeamStarter ne crée pas l'engagement. Tu en parleras mieux que moi. Le principe, c'est que finalement, on attribue, donc ça, chaque entreprise fait ce qu'elle veut, mais on attribue un budget en fait à chaque collaborateur tous les mois. Et après, n'importe quel collaborateur peut proposer un projet en précisant la finalité du projet et le budget associé à ce projet, et sachant que le budget, en fait, va être obtenu via le partage, en fait, du crowdfunding interne, puisque chaque collaborateur a son propre budget qui lui est alloué par e-tracing, finalement, en contribuant à hauteur de 10, 20, 30, 40 euros sur le projet en question. Le projet de 100, 200, 300, 1000, 2000, on a des montants de projets qui sont très, très variables. Effectivement, le projet pourra voir le jour. Donc, ça peut être un projet de subvention à une association caritative, ça va être un projet de team building interne, ça va être un projet d'une nouveauté. Voilà, on a énormément de projets qui sont comme ça. Et ce qui est intéressant, je reviens sur l'engagement, effectivement, le fait que des collaborateurs soient motivés pour créer le projet, pour, dans certains cas, convaincre d'autres collaborateurs de financer son projet. Finalement, ça, c'est un élément qui entretient. Alors, c'est pas ce qui crée l'engagement, mais effectivement, qui est un élément qui montre bien qu'un collaborateur engagé, finalement, va être motivé pour faire des choses pour son entreprise. Il va être moteur, exactement. Là, je fais peut-être une transition, c'est qu'effectivement, TeamStarter, aujourd'hui, va permettre aux collaborateurs de trouver du sens aussi dans leur travail. Donc, je fais le lien avec le sens, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la rémunération, ça reste le sujet numéro 1, quand même, de pourquoi on rejoint une entreprise ou pourquoi on ne la rejoint pas. Et aujourd'hui, les jeunes générations ont surtout un besoin de sens. Florent, je ne sais pas ce que toi t'entends, si tu as envie de rajouter quelque chose sur la quête de sens un petit peu qu'on peut avoir au travail aujourd'hui. Ouais. Déjà, je voulais rajouter un petit sujet sur la rémunération, parce qu'Alexandre a fait un commentaire en disant qu'il fallait afficher les salaires dans des offres d'emploi, et je pense qu'Alexandre, c'est même pas je pense, Alexandre a 150% raison. Au-delà du fait que ça va bientôt être la norme pour des obligations légales, c'est juste du bon sens aujourd'hui d'afficher le salaire. Nous, on a fait du test AB sur des offres d'emploi travaillées, marketées avec et sans rémunération. Et l'écart du nombre de candidats entre les annonces sans la rémunération et les annonces avec la rémunération, c'est de 1 à 2. Donc déjà, on divise par 2 le nombre de candidats si on n'affiche pas la rému. Donc voilà, bon entendeur, salut. Et pour répondre… Et alors, désolée Florent, je te coupe. Je vois bien qu'il y a des questions dans le chat. Donc toutes les questions, on les prend en compte et on y répondra à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra à tout à la fin, mais celle-là était bien, mais pour les autres… Pardon Florent, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Alors, concernant le sens au travail, ça, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler depuis le post-Covid, qui s'est effectivement fortement renforcé. Si on va sur ce terrain de jeu, il y a énormément d'enquêtes qui ont été réalisées autour de ces sujets. Et là où je rejoins effectivement Laurent, c'est pourquoi je fais ce travail. Quel est l'objectif de ce travail. Il y a eu, pour ceux qui sont abonnés au journal Le Monde, hier, un excellent article au sujet qui s'appelle « Dans les entreprises, les RH bousculés par les attentes d'une jeune génération exigeante ». Je recommande à tout le monde de lire cet article du Monde qui est extrêmement clair, effectivement, sur les attentes aujourd'hui. L'objectif, très concrètement, des attentes, ce n'est pas que l'entreprise dans laquelle on veut rejoindre soit la meilleure du monde sur la partie environnementale, la partie sociétale. On le souhaite tous, évidemment, mais on sait bien que l'entreprise, par définition, elle est imparfaite et il n'y en a pas de parfaite. Enfin, moi, je n'en ai jamais rencontré, en tout état de cause. Par contre, ce qui est certain, c'est déjà d'avoir des engagements pris par l'entreprise, par les dirigeants d'entreprise, les dirigeants de l'entreprise, le comité de direction selon la taille, et que ces engagements soient tenus. Donc, je suis un bon breton, bon agriculteur. Donc, voilà, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, et le bon sens paysan, le BSP, comme je dis, le bon sens paysan, il marche bien aujourd'hui très concrètement. C'est-à-dire qu'on ait des actions qui soient très concrètes, que ce soit sur des décisions environnementales, que ce soit sur des décisions de politique managériale, de politique sociétale, qui soient simples et qui soient mises en œuvre réellement dans l'entreprise. Donc, tout ce qui touche
C'est pour ça que je suis très prudent, moi, tous ces sujets de RSE, parce que dans la RSE, c'est un peu un fourre-tout, et il y a des sujets qui sont mis pour faire joli dans des beaux rapports RSE qui n'intéressent que ceux qui les produisent, tout ça pour avoir des beaux labels, sur lesquels j'ai beaucoup de doutes, et par contre, qui ne sont pas forcément les meilleurs dans les actions. Et je vois aujourd'hui, moi, beaucoup d'entreprises qui sont souvent des petites entreprises, des PME, des TPE, des entreprises familiales, qui mettent en place des choses extrêmement simples et qui vont réellement les faire. Alors, je peux prendre des exemples sur, par exemple, le transport, le trajet domicile-travail. Chez We Feel Good et MV Group, We Feel Good est une entreprise d'un groupe de français indépendant de 400 personnes. On mesure tous les mois les moyens de transport des collaborateurs. Et notre objectif aujourd'hui, c'est qu'on ait plus de 60% de nos collaborateurs qui soient sur des transports dits doux. Voilà, on est dans 11 villes en France, avec des complexités de villes et des différences aussi dans ces villes. Voilà. Et donc, on va mettre en place des actions, on va permettre aux personnes, bien sûr, on va rembourser les transports en commun à 75%, nous, chez nous, par exemple, beaucoup plus que 50%. Chez Tracing aussi, d'ailleurs. Voilà, okay, je ne savais pas. On va permettre aux personnes qui le souhaitent d'acheter un vélo électrique. Alors, on ne peut pas le faire à 0 € parce que l'URSSAF nous tombe dessus, mais on le fait à un coût très modeste, pardon, on est à 15 € par mois. Vous avez, pour 15 € par mois, vous avez un vélo électrique. Voilà. Donc, c'est avec le casque, avec tout ce qu'il faut. Voilà. Et, non, mais voilà. Et ce sont des actions très concrètes avec l'objectif de dire, OK, on veut réduire notre empreinte carbone sur ces sujets-là, on va mettre en place des actions qui sont opérationnelles et qui vont marquer les collaborateurs. Alors après, effectivement, on peut en parler dans notre rapport RSE, tout ça, mais déjà, c'est le faire. Donc ça, c'est un point. Bon, on peut en revenir d'autres sur plein d'actions qu'on pourrait faire. Et deuxième point, c'est pourquoi je fais ce job. En fait, quel est l'objectif de ce métier? Moi, je me rappelle toujours de ce qu'on a vécu pendant 2 ou 3 mois pendant le Covid, où les journalistes nous parlaient à 13h, à 20h, des emplois non essentiels. Juste un jargon que je trouvais hallucinant, d'emploi non essentiel, parce que quand vous faites un métier et qu'en fait, votre patron vous dit toi, tu n'es pas essentiel, et puis toi, tu es essentiel, voilà, ça veut quand même, ça impacte. Et donc, c'est de se dire, mon métier, qu'est-ce qu'il fait, quelle est la contribution qu'il va apporter à faire en sorte qu'on soit tous bien dans l'entreprise, auprès de mes collègues, bien sûr auprès de mes clients, parce que c'est eux qui nous font vivre, etc. Mais que déjà, mon métier ait du sens, qu'on soit sur un service support, comme tu l'as, Hélène, en tant que DRH, ou qu'on soit effectivement dans la production, qu'elle soit industrielle, informatique, etc. Voilà. Donc, il y a tout ce sujet-là où là, je pense que le rôle du manager, il est clé pour accompagner au quotidien son collaborateur, ses collaborateurs, en leur disant, OK, voilà ce que tu fais, voilà à quoi ça contribue, peut-être par des KPI, s'il faut, par des indicateurs, s'il faut, au bien-être de l'ensemble de l'entreprise et de manière plus large, au bien-être de ton impact sur les parties prenantes externes de l'entreprise. La planète, c'est peut-être un peu beaucoup, mais voilà. Et j'y crois d'autant plus, je ne sais pas si ce sont des RH qui nous écoutent, que la fonction RH, elle est trop souvent vue comme la fonction qui coûte de l'argent et qui n'en rapporte pas. Voilà, je suis un bon avocat des RH, c'est un truc qui m'horripile. Le pire, c'est quand le RH est rattaché au DAF. Seigneur, il faut arrêter ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. Mais en fait, réellement, toutes les fonctions ont leur rôle pour le bien-être dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, par contre, il faut l'expliquer, le définir, et quel que soit le niveau dans l'organisation. Voilà, j'accompagne des entreprises où les difficultés de recrutement sont des fois sur des opérateurs de production, sur des métiers peu qualifiés, etc. Mais il y a une vraie contribution à ces emplois. Et je crois beaucoup à tous ces emplois, un peu ces care jobs, tous ces emplois qui vont porter soin aux autres. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. On le voit dans les métiers de la santé, on le voit dans les métiers du service à la personne, on le voit dans les EHPAD, etc. Tous ces emplois qui sont mal payés, qui sont encore mal payés, qui sont peu considérés, etc. Et tous ces emplois ont beaucoup de sens, au sens sociétal, etc., mais ont été tellement dévalorisés qu'aujourd'hui, ils sont
dans des galères de recrutement extrêmement fortes. Restauration, hôtellerie, moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui travaillent dans ces domaines-là. J'ai des clients dans ce domaine. Voilà, même j'y ai travaillé quand j'étais étudiant. Quand vous êtes à la plonge, vous faites le service, vous n'êtes pas ultra considéré dans la boîte ou dans le restaurant ou dans l'hôtel. Aujourd'hui, on s'est vite rendu compte qu'effectivement, si on n'avait plus de serveurs ou de serveuses, il y avait juste un problème pour faire tourner le resto. Donc, voilà. Donc, ce qui nécessite de retravailler les modèles horaires, les rémunérations et je dirais juste la reconnaissance du métier dans l'organisation. Voilà, j'ai fini. Oui. Très bien, merci Florent. Sur cette question de sens, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, parce que aussi, je suis chez Team Starter, je pense, mais tu disais donc le vélo, rembourser les frais de vélo, etc. Je pense qu'il faut aussi, on travaille avec des générations qui ont besoin d'être impliquées dans ces décisions. Oui. Par exemple, moi, si demain je décide de faire du bien-être au travail, on parle souvent du baby-foot. C'est pas parce que je mets un baby-foot que ça va aller mieux si ça vient pas des collaborateurs. Et aujourd'hui, Team Starter permet ça. Je sais pas, Laurent, tu peux peut-être en parler, mais du coup, il y a des idées qui viennent des collaborateurs et qui sont impliqués dans toutes ces décisions et qui mettent du sens eux-mêmes finalement dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Là, je te rejoins sur le fait à la fois de l'implication et d'ailleurs, ça rejoint un point dont je voulais parler, qui est aussi l'autonomie en fait. Cette jeune génération, entre guillemets, a plus besoin d'autonomie peut-être que les gens un peu plus anciens. Et de manière très concrète, le micromanagement avec les jeunes, ça marche pas. Donc, cet aspect tu es autonome, je te responsabilise. Alors après, il y a une question de confiance, ça c'est important. Après, tout le monde ne peut pas forcément être autonome rapidement, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, c'est important. En tout cas, nous, c'est la base de la manière dont on manage chez e-tracing, mais effectivement, on s'appuie beaucoup et on compte beaucoup sur l'autonomie en fait des nouveaux collaborateurs. On leur fait confiance. Effectivement, et naturellement, je pense que ça contribue aussi à leur engagement. Ça, c'est le premier point. Je voulais aussi revenir sur ce qui est important. Alors, ça, c'est pas spécifique aux jeunes générations, mais finalement, il faut pas oublier, c'est important qu'une personne soit bien à sa place. En fait, j'ai une vraie conviction. Il y a deux choses. Une personne, on se dit, elle a une capacité et puis elle a une motivation. Et on a tendance par des fois à se dire, en fait, les gens sont limités par leur capacité. Et en fait, de ce que j'ai constaté, c'est que finalement, très peu de personnes sont limitées par leur capacité intrinsèque. En fait, c'est avant tout la motivation. C'est elle qui est à la fois le frein et l'accélérateur, en fait, de l'attitude et finalement de l'efficacité d'une personne. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça. Ce qui est clé, c'est que finalement, toute personne doit être bien à sa place. Et si elle n'est pas bien, elle est peut-être très bien pour faire un autre job, mais si elle n'est pas bien pour faire le job qu'elle fait, de toute façon, ça veut dire qu'elle ne sera pas motivée et elle fera mal le job, même si intrinsèquement, elle a la capacité de le faire. Et je pense que c'est là, c'est clé, c'est là où aussi, en termes de recrutement, il ne faut pas se tromper. Je fais juste la petite parenthèse par rapport à ce que disait Florent. Nous, la DRH est directement rattachée à la direction générale et on a une DRH exceptionnelle qui s'appelle Justine Garcia et qui a fortement contribué puisqu'on est passé en 18 ans de 2 à 550 collaborateurs avec une équipe RH qui s'est fortement d'ailleurs développée avec des gestionnaires RH. Je dirais dans les choses qu'on a fait aussi, on n'avait pas de gestionnaire RH il y a 6 ou 7 ans. Maintenant, effectivement, on embauche des gens qui sont là pour accompagner la carrière des collaborateurs. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait évoluer. Bon, je ferme la parenthèse. Mais effectivement, c'est important que la personne soit finalement au bon poste. Alors, c'était une lapalissade, mais de temps en temps, on oublie, effectivement, et on a tendance à peut-être forcer un peu. Et puis après, un collaborateur aussi de lui-même, il se dit, bon, je suis quand même là, je vais quand même rester, même si le travail ne me satisfait pas. Et moi, je pense que c'est fondamental à un moment donné, aussi bien pour la personne de dire, je suis pas bien, ou pour l'entreprise, effectivement, et là, pour se dire, factuellement, attends, tu as énormément de qualité, mais en revanche, ta manière de travailler, ce que tu es là, en fait, ça ne convient pas au poste dans lequel tu es. Alors après, c'est une chose intéressante, c'est que nous, on privilégie fortement la mobilité interne. On a la chance de pouvoir leur permettre de passer d'un service à un autre, de passer d'un pays à un autre. On a la chance aussi d'être à l'international et finalement avec
je dirais, il n'y a pas de querelle entre les pays. Ce qui est important pour nous, c'est qu'un collaborateur, on le garde avant tout, en fait. Donc, même si un manager, il n'est jamais content de voir partir un ingénieur de son équipe, mais finalement, on lui explique que, bah oui, mais c'est pas grave, il reste au sein d'e-tracing, il sera à Hong Kong, il ne sera plus en France, ou dans certains cas, il n'est plus dans ton service, mais il restera à Paris dans un autre service. Ce qui est important pour nous, c'est qu'effectivement, on garde le collaborateur. Et effectivement, et cette mobilité aussi contribue à, dans certains cas, bah tiens, il était peut-être pas très bien finalement dans cette direction par rapport aux activités qu'il faisait, il était pas très bien. En revanche, effectivement, il se trouve beaucoup mieux et on le garde. Et c'est ça qui est important pour nous. On le garde en lui offrant un autre poste à un autre endroit. Et du coup, Laurence, je rebondis par rapport à ça. C'est quoi chez e-tracing que vous avez mis en place pour évaluer un petit peu ces collaborateurs, pour évaluer un petit peu s'ils sont à leur place? C'est quoi un petit peu vos tips et trucs et astuces? Alors, tips, il y a des entretiens. En fait, c'est là où il y a des entretiens avec son manager et il y a des entretiens avec l'équipe RH. Donc là, on a, je parlais tout à l'heure des questionnaires, en fait, là, de Choose My Company, en fait, le Happy at Work. Alors, celui-là, il est anonyme. Donc, effectivement, c'est pas ça. C'est pas ce questionnaire-là qui va nous permettre de se dire, tiens, un collaborateur est bien ou n'est pas bien. En fait, ce questionnaire va nous permettre de remonter finalement les éléments généraux et structurants. Mais en tout cas, dans la gestion RH, on précise, et d'ailleurs dès l'embauche, où effectivement, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais je dirais la manière dont on embauche et dont on accompagne finalement l'arrivée d'un collaborateur est important. Je pense et contribue au fait qu'il se sente rapidement intégré dans l'entreprise. Et chez e-tracing, ça démarre finalement dès qu'il l'a signé 2-3 mois avant en fait son contrat de travail, où effectivement entre le moment où il a signé son contrat et le moment où il arrive, on va déjà lui donner un certain nombre d'éléments. Et puis après, quand il va arriver, on a une journée d'intégration spécifique. Il y a une notion, il y a un parrain interne, quoi. On essaie de mettre beaucoup de choses en place pour effectivement qu'il soit bien intégré. Et donc, pour revenir à la question, effectivement, il va avoir son manager avec des entretiens réguliers avec son manager et puis l'équipe RH. Et après, donc, on a plusieurs gestionnaires RH. Donc, en fonction du service dans lequel on est, effectivement, il sait qu'il peut et il doit. Et en tout cas, c'est le message qu'on diffuse, qu'on communique régulièrement en disant, voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, qui ne va pas, voilà, discute avec ton manager. Alors, dans certains cas, t'es pas bien parce que t'es pas bien, c'est avec ton manager aussi que ça se passe bien. Donc, discute, voilà, l'équipe RH est là, ou finalement, le chef de ton chef est aussi là. On a un mode de fonctionnement aussi, même si naturellement, il y a un organigramme avec je dépends d'un chef qui lui-même a un directeur. En fait, on est dans un mode de fonctionnement finalement dans tous les sens, et même s'il y a un organigramme, en fait, la communication, et tout le monde peut parler avec tout le monde. D'ailleurs, notre bureau, on est trois directeurs, les fondateurs Tracing, on a notre bureau ouvert, et quand on voit, d'ailleurs, on voit toutes les jeunes recrues, puisque lors de la journée d'intégration, on va faire un petit discours pour présenter les valeurs, le mode de fonctionnement, l'état d'esprit, et on précise qu'effectivement que nous, notre bureau aussi reste toujours ouvert. Effectivement, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent venir nous voir. Et donc, je pense que cette ouverture contribue aussi, en fait, au fait que, alors, je dirais, il n'y a pas 100%. De temps en temps, on est déçu, il y a une personne qui s'en va, et puis finalement, on se rend compte, tiens, on a raté quelque chose. Mais là aussi, on s'est amélioré, parce que finalement, lors de départ, il y a un questionnaire, il y a un échange qui est fait pour qu'effectivement, on arrive à comprendre, finalement, tiens, au final, pourquoi il part. Il part, alors, dans certains cas, je dirais, il part pas parce qu'il est déçu du tracing, mais parce que sa vie évolue, il veut changer, il y a un gîte, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de belles histoires différentes en dehors du tracing. Puis de temps en temps, effectivement, alors ça nous arrive de moins en moins parce qu'on a progressé, mais finalement, ce questionnaire et cet échange au moment du départ, effectivement, nous permettent d'apprendre aussi, de se dire, tiens, voilà, on a raté ça, donc il faut qu'on progresse. Et ça, c'est aussi important, finalement, cet échange et ce questionnaire du départ du collaborateur pour qu'on comprenne pourquoi il part. Sachant que dans certains cas, on ne pouvait rien faire, c'est sa vie. Puis dans d'autres cas, on dit, oui, effectivement, on n'a pas été bon. Donc, c'est important qu'on progresse pour qu'on évite, effectivement, d'avoir, dans les mois à venir, un départ similaire. Voilà, je pense que ce qui est important dans ce que tu dis, Laurent, ce qui est, je pense, une forte attente des nouvelles générations, c'est cette proximité. Et avec la hiérarchie, la hiérarchie n'a plus trop de sens dans le monde du travail de la nouvelle génération.
Je ne sais pas, Florence, si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, mais c'est vrai que cette proximité avec des directeurs, c'est important pour les… Ouais. Je pense que la simplicité de la relation, elle est clé. Autant je ne suis pas un grand fan du tutoiement dans les annonces, autant je pense qu'effectivement, c'est assez classique aujourd'hui dans les entreprises. Et donc, qui amène cette proximité, en tout état de cause, par rapport à un temps plus ancien qu'on a pu connaître, ou que certains ont pu connaître. Donc, oui, il y a cette proximité qui est attendue, mais à tous les niveaux de l'organisation. C'est-à-dire, déjà, la structure pyramidale à l'ancienne, même si on peut comprendre que dans une entreprise, il y ait un comité de direction, un COMEX, des managers, etc. Et ce n'est pas ça qui est remis en cause, en fait, du tout par les collaborateurs, c'est de travailler différemment. Et Laurent l'a dit, c'est d'écouter les collaborateurs. Et tu l'as dit aussi d'ailleurs. C'est de travailler, c'est d'avoir les deux organisations. C'est par moment, effectivement, on travaille un peu en modèle pyramidal parce qu'il faut organiser, il faut structurer les projets. Et donc, il faut que chacun sache quelle est sa mission et quelle est sa contribution à l'activité. Et par contre, sur des projets transversaux, à l'instar de ce que propose TeamStarter, effectivement, là, c'est de travailler effectivement en mode un peu îlot et non plus au niveau hiérarchique. Parce que ceux qui savent ce dont ils ont besoin pour travailler ou pour être bien au travail dans leur organisation, ce sont les collabs. Ce n'est pas les managers, enfin, c'est encore moins les dirigeants. Nous, quand on accompagne, on fait des enquêtes à tous les niveaux de l'organisation et on voit vite les écarts qu'il peut y avoir, ce qui rassemble et ce qui aussi ne rassemble pas à tous les niveaux de l'organisation. Et cette attente-là, oui, elle est clé. J'ai besoin d'un manager. Je ne refuse pas le fait d'avoir un responsable hiérarchique, je le comprends. Mais par contre, sur d'autres sujets, j'aime bien avoir en tant que jeune génération, je souhaite travailler effectivement en mode un peu plus transversal, moins scolaire et moins structuré que peut-être on l'a connu dans les entreprises ces dernières années. Donc, c'est la difficulté, hein, parce qu'on l'a dit sur la rémunération, on le dit sur les actions que va accompagner TeamStarter, on le dit aussi sur le temps de travail, on n'a pas trop parlé de ça, après le temps tourne. En fait, ce qu'attendent aujourd'hui les jeunes générations, c'est un cadre, une organisation, une structure, une entreprise, mais de la personnalisation dans le collectif. Et ça, c'est la difficulté aujourd'hui que l'on a tous en tant qu'RH ou dirigeant d'entreprise, c'est qu'on veut de la perso, de la personnalisation, mais également un cadre rassurant. Et donc, c'est cet ensemble-là qui aujourd'hui fonctionne et qui est attendu. Voilà. L'ancien modèle marche plus de toute façon. Et le modèle où tout le monde est un peu chef de tout et de rien, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, il faut trouver cette alchimie entre ces deux modèles. Voilà. Et ce qu'a dit Laurent aussi sur l'offboarding, moi je rejoins à 250%. Ça fait 20 ans que je fais des RH et je suis convaincu qu'on rejoint une entreprise et qu'on quitte un manager. C'est fondamental aujourd'hui pour les entreprises d'avoir un process d'offboarding à la même hauteur que le process d'intégration. Voilà. Pourquoi tu pars? Qu'est-ce que tu veux faire? De même prendre contact. Et voilà, nous, c'est ce qu'on a mis en place. 3 mois après ton départ, on reprend contact. Qu'est-ce que tu deviens, etc. Tu rentres dans une association d'alumni, comme on l'a dans les écoles, en fait, dans les écoles supérieures souvent, etc. De garder le lien, parce que le collaborateur qui part, que ce soit pour des raisons personnelles, comme l'expliquait Laurent, ou parce que malheureusement, on s'est loupé sur telle ou telle chose, il faut qu'il reste ambassadeur de l'entreprise a posteriori, voire même, pourquoi pas, alors là, un salarié boomerang et qu'il revienne postuler 2 ans, 3 ans, 4 ans après, et c'est possible. Mais il va être ambassadeur et encore plus salarié boomerang que si effectivement on l'a considéré à son départ de la même manière qu'on l'a considéré lors de son intégration. Et ça, c'est pas simple, c'est un véritable défi parce que ça veut dire consacrer de l'énergie à des gens qui partent et c'est pas forcément intuitif de la part de tout le monde aujourd'hui. Mais oui, j'adhère à 100% à ce que tu viens de dire. Nous, on est déjà au 5e collaborateur qui revient. Donc, vous voyez, c'est… oui, et puis même, tu disais, Laurent, aussi, tu as même des cooptations de personnes qui sont parties. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, on a même, effectivement, au-delà dans certains cas, on est triste, mais ça nous fait gagner des clients, puisqu'on a des collaborateurs qui partent pour rejoindre des clients finaux. D'ailleurs, on en a peu qui partent chez des concurrents, mais ils partent soit pour une autre vie, soit
finalement clients finaux. Et dans ce cas-là, assez souvent, ça nous fait gagner un nouveau client. Donc, ça, c'est bien. Et puis, non, mais on a énormément de belles histoires, au-delà des couples qui sont formés, des bébés qui sont nés. On a de la cooptation au sein des familles aussi. On a un frère qui a coopté sa sœur, on a un père qui a coopté sa fille. On a énormément de belles histoires. Je pense qu'on va finir sur ces belles histoires du coup parce que le temps tourne. On va peut-être passer aux questions, mais je pense que pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est une génération effectivement qui bouscule les RH. J'ai lu l'article aussi hier, je le conseille vraiment à tout le monde aujourd'hui. Et donc on a des gens qui ont effectivement des attentes rémunération qui sont réelles, mais qui ont aussi des attentes de considération, qui ont des attentes de pouvoir s'exprimer au sein de leur entreprise et qui ont envie de mettre des choses en place dans leur entreprise parce que ils sont finalement concernés par ce qu'ils font et par l'impact que ça peut avoir à l'extérieur. On n'a pas parlé des réseaux sociaux, on voulait en parler, mais je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures parce que c'est aussi une génération très connectée. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on va prendre les questions. Une question du coup qui vient, Laurent, je pense qu'elle est plutôt pour toi. C'est la fréquence un petit peu de ces questionnaires de satisfaction. De quand est-ce qu'on sait qu'ils sont bien? Est-ce qu'on fait ça toutes les semaines, tous les mois, tous les ans? Comment toi tu fais un petit peu chez Itracing? C'est une bonne question. En fait, alors nous, le principal questionnaire là, qui est anonyme dont je parlais, qui est celui de Happy at Work. Donc, c'est Choose My Company. En fait, l'entreprise, c'est Choose My Company. Vous le trouverez en ligne. Et ça, c'est un questionnaire qui est annuel, en fait, d'ailleurs, et qu'on fait pour les collaborateurs. Et puis aussi, il y a un questionnaire spécifique pour les stagiaires. Voilà. Donc, d'ailleurs, on a les 2 labels dans les 2 cas. Mais parce qu'effectivement, pour nous, un bon moyen aussi d'avoir des collaborateurs en CDI, finalement, c'est on prend beaucoup de stagiaires en fin des dernière année d'école d'ingénieur, en Master 2. Et donc, effectivement, là, le fait que les stagiaires aussi, d'une part, on arrive à bien les attirer et puis, voilà, on veut les recruter surtout pour les transformer derrière en collaborateurs qui resteront durablement au sein d'Itracing. Donc, effectivement, c'est important qu'eux aussi soient bien. Et donc, le questionnaire, il y a un questionnaire spécifique pour les stagiaires. Mais pour répondre précisément, en fait, c'est 1 fois par an. Alors, c'est pas beaucoup, on peut se dire c'est pas beaucoup, mais c'est là où ça rejoint l'autre point dont je parlais tout à l'heure, où les entretiens RH, eux, sont beaucoup plus réguliers. Donc, c'est là où, effectivement, ces entretiens permettent aussi de remonter des points spécifiques qui peuvent concerner Itracing ou qui concernent le collaborateur. Du coup, tu dis après, plus régulier, du coup, c'est tous les combien de temps régulier? C'est tous les 3 mois, là, de manière trimestrielle, le manager et la partie RH. Et sachant, après, toujours dans cette logique effectivement, il n'y a pas de hiérarchie et communication très ouverte. En fait, nous, on fait des live news, ce qu'on appelle les live news. En fait, c'est 1 fois par mois. On réunit en présentiel, on a un amphi dans notre immeuble ou à distance. Donc, c'est un mixte où, en fait, on parle finalement de l'activité d'Itracing. On parle des chiffres, où est-ce qu'on en est. On parle des projets, des projets de croissance externe, par exemple. Donc, on parle de ce qui se passe, des nouvelles arrivées, des projets à court, moyen terme. Et ça, on finit toujours par un petit temps de questions-réponses. Donc là, c'est ouvert en disant il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions interdites. Et donc là, que les gens soient en présence ou à distance, effectivement, ça permet potentiellement, en tout cas, on a cette ouverture et on dit, voilà, posez toutes les questions que vous voulez. Qui peut parler des rémunérations, qui parle de la prime Macron, qui parle des nouveaux locaux, parce qu'on a pris des nouveaux locaux il n'y a pas longtemps. Voilà, mais en tout cas, on est très, très ouvert et on met en permanence cette capacité de poser des questions, en fait, sur la vie d'Itracing. Ok. Florent, tu veux rajouter quelque chose ou c'est bon? Ouais, non, on est à peu près dans le… Non, on a un esprit et nous, ce qu'on fait tous les mois, on fait ce qu'on appelle Meet the Boss. Meet the Boss, en fait, c'est quoi? C'est Olivier, mon associé, qui déjeune avec une dizaine de collaborateurs de la boîte qui sont choisis aléatoirement, ce n'est pas toujours les mêmes. Et au-delà des invités à déjeuner, ils ont la totale liberté de poser toutes les questions qu'ils veulent à Olivier. Ce sont eux qui font la synthèse des réponses aux questions qu'ils ont posées par rapport à ce qu'a dit Olivier, et ils le diffusent
à l'ensemble des collaborateurs. Et donc, comme ça, il y a un discours hyper transparent, de vérité. On n'est pas là pour se mentir. Donc voilà, on a essayé d'avoir cet outil, hein, il y en a plein d'autres, hein, mais cet outil effectivement pour que les collabs soient clairs. C'est important parce que je n'ai pas précisé, on a une entreprise à mission, on a une fondation qui est pilotée par les salariés, dans laquelle vont une partie de nos bénéfices. Donc, nos salariés sont hyper impliqués effectivement dans le projet pour que ça fonctionne, en tout cas. Ouais. Okay. Et je vais reprendre. J'ai une question qui est intéressante, tous les deux d'ailleurs. Comment démontrer, expliquer à un dirigeant un peu sceptique qu'il y a un vrai lien entre engagement et sentiment d'appartenance et performance business? Il faut qu'il m'appelle. Aujourd'hui, le dirigeant qui n'a pas compris que soigner sa marque employeur, c'est au-delà, bien sûr, de soigner le bien-être au travail de ses collaborateurs, c'est aussi économique. La marque employeur a un impact sur les candidats, a un impact sur les collaborateurs, mais ça a un impact aussi sur les parties prenantes. Si un collab, il n'est pas bien, il va faire, excusez-moi du terme, il va faire de la merde. Et il fait de la merde auprès de qui? Auprès des clients. À un moment, une boîte, elle tourne parce qu'il y a des clients. Donc, c'est juste du bon sens. Et Laurence est prêt a priori à échanger téléphoniquement avec tous les patrons de France qui n'ont pas compris ça. Mais oui, c'est juste. Alors, si le dirigeant il est sceptique, vous nous l'envoyez à Laurent et moi, et on sera un plaisir d'échanger avec lui pour lui faire comprendre qu'on est tous les deux patrons, que s'ils n'ont pas compris ça, ils vont dans le mur. Et de toute façon, s'ils vont dans le mur, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les collabs de cette organisation, ils vont partir tranquillement. Quoi, hein. Ce que je veux dire, et si vous êtes dans une société qui est comme ça, rejoignez e-tracing. Allez d'ailleurs. Est-ce que tu as des exemples, peut-être, Laurent, toi, de comment tu vois justement au quotidien cet engagement au service du business? Non, mais cet engagement, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que même, en fait, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des entretiens avec des collaborateurs, en fait, pour leur dire, en fait, c'est mieux qu'on se sépare parce que, en fait, t'es pas à ta bonne place, en fait. Donc, pour moi, je rejoins, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que la personne soit bien à sa place. Et le soit bien à sa place. Après, indépendamment de la capacité, c'est pour ça que là, je me focalise vraiment sur cet aspect motivation de je suis bien, parce qu'effectivement, si je suis bien, je vais bien travailler. Et si je vais bien travailler, autour de moi, les autres collaborateurs vont être bien. Et après, ça rejoint aussi un autre point, j'en ai pas du tout parlé, qui est une vraie conviction, qui est équilibre, quoi. Pro-perso, beaucoup de gens disent, il y a une muraille de Chine, il y a ma vie pro d'un côté, puis j'ai ma vie, mon comportement, puis après j'ai ma vie perso. Et personnellement, j'y crois pas du tout. Je crois qu'il y a une porosité très forte entre vie pro et vie perso. Claire. Et que finalement, quand on n'est pas bien dans son travail, finalement, ça vient salir, ça vient impacter sa vie personnelle et réciproquement. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on est en entreprise, moi, malheureusement, je ne peux pas contribuer au fait que la personne soit bien dans son couple, dans sa famille ou autre. Ou je ne peux pas influer, même si, quand je dis je ne peux pas influer, on en tient compte. Et ça, c'est aussi dans nos valeurs. Effectivement, à un moment donné, un collaborateur, on sait il y a des hauts et des bas et on sait qu'il peut être moins bien parce qu'effectivement, à titre personnel, il vit quelque chose de difficile, que ce soit une séparation, un décès ou voilà. Et je dirais ça, c'est important. C'est dans nos valeurs aussi de dire à un moment donné, il faut s'adapter. Mais ce qui est sûr, on en tient compte. Mais de l'autre côté, effectivement, pour nous, c'est important que le collaborateur soit bien avant tout dans son travail, parce que s'il va être bien dans son travail, naturellement, il sera bien plus facilement, en tout cas, il sera bien dans sa vie personnelle. Et puis là, on est dans le cercle vertueux, effectivement, du coup, je suis bien. Et c'est notre intérêt, effectivement, parce que s'il est bien, il va faire du super boulot et puis les clients seront contents. Et un client content, c'est un nouveau client. Quand on fait du service, pour nous, c'est important. Voilà, on veut que des clients satisfaits. Et des clients satisfaits, ça passe par des collaborateurs épanouis, forcément. Très bien, je suis 100% convaincue aussi. Peut-être une dernière question, on a le temps. Côté, donc sur attirer des nouveaux collaborateurs, au-delà de la fiche de poste, comment on communique et qu'est-ce qu'on communique sur ce que propose la société via les canaux qui existent? Je me permets de répondre? Ouais, vas-y. Déjà, on ne va pas attirer les collaborateurs avec la feuille de poste parce que oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, donc c'est évidemment travailler son annonce. Mais donc, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'offre d'emploi, mais c'est globalement travailler sa communication de manière stratégique, mais avec sincérité et authenticité. Parce que sinon, ça ne marche pas. Alors,
je donnerais, il y a l'annonce, évidemment, j'en ai parlé, le site carrière, qui doit être un site carrière, un vrai site carrière intéressant, qui présente l'entreprise, ses missions, ses valeurs. Pourquoi pas, vous pouvez expliquer votre, alors je ne vais pas rentrer en jargon, la proposition de valeur employée que vous faites à vos collaborateurs, votre culture book. Voilà, donc donner le maximum d'informations. Je pourrais, pour ceux qui sont intéressés, me contacter. Je vous enverrai des liens d'entreprises qui communiquent extrêmement bien en extérieur ce qu'elles sont à l'intérieur. Avec c'est travailler, on n'a pas le temps de le détailler, mais bien sûr, c'est des réseaux sociaux. Mais quand je dis des réseaux sociaux le plus possible par les collaborateurs. Parce que l'impact de la communication d'un collaborateur d'une entreprise versus la communication de l'entreprise elle-même, en particulier sur LinkedIn, qu'on utilise à peu près tous autour de l'écran, c'est 8 à 20 fois supérieur en termes d'impact si c'est fait avec sincérité. Et puis le dernier sujet qui est pour moi hyper important aujourd'hui à travailler, où là il y a un vrai travail de communication à faire par les entreprises, ce sont les sites d'avis. C'est-à-dire que très concrètement, encourager ses collaborateurs à émettre des avis sur du Glassdoor, sur du Indeed, pourquoi pas sur du Google, peu importe. Mais les encourager, surtout pas leur dicter ce qu'ils doivent raconter, les encourager à le faire, mais aussi répondre. Quand un avis est positif, un petit message de remerciement, etc. Et quand un avis est négatif, l'idée, c'est pas de dire vous avez tort. Non, c'est OK, je prends note. On n'a peut-être pas été bon. On peut se louper aussi en tant que patron ou DRH. Mais par contre, il faut qu'on s'améliore. Et c'est l'objectif aussi des enquêtes que tu fais, je pense, Laurent, tous les ans. C'est d'écouter les collaborateurs pour se dire là-dessus, je suis plutôt bon. Là-dessus, je ne suis pas super, super bon. Donc, ça veut dire qu'il faut que je le bosse, quoi. Parce que sinon, ça ne sert à rien de faire des enquêtes. C'est la même chose que ces sites d'avis. Donc, il y a tout ça, au-delà de la feuille de poste, de l'annonce, etc., qui sont des outils. Voilà. Donc, ça nécessite du temps, de l'organisation, une stratégie de com, une cohérence dans cette communication pour que ça réussisse en tout état de cause. Okay. Et là, je pense qu'on... Vas-y. Non, Hélène, non, juste pour compléter ce que disait Florent, il y a aussi l'aspect, finalement, quelle carrière on peut proposer aux collaborateurs. C'est ça aussi, le fait de pouvoir lui dire, tu peux t'inscrire dans la durée, tu vas pouvoir évoluer vers l'expertise, vers d'autres domaines, dans notre cas de la cybersécurité, vers l'international si tu peux. Voilà, et sachant qu'on a énormément, j'en ai parlé tout à l'heure, on a eu énormément de mobilité interne. D'ailleurs, dans les équipes RH aussi, c'était une Inside Sales qui a rejoint l'équipe RH. On a eu de la mobilité interne vraiment entre toutes les directions et quasiment entre tous les pays déjà. Mais voilà, en tout cas, pouvoir proposer, et je pense que ça contribue effectivement à l'intérêt d'un poste et puis à l'attirance du poste en présentant aux collaborateurs au-delà de ce juste poste en fait qu'il va prendre pour commencer. Oui. Ok. Eh ben, pour conclure, moi, je pense que ça rejoint ce que vous dites tous les deux sur la communication, mais je pense que ce qui est très important, et Laurent, on en avait parlé tous les deux, c'est d'être cohérent entre ce qu'on montre et ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même sur une génération qui ne donne plus trop le droit à l'erreur, qui n'ont pas peur de partir et qui peuvent, sur un claquement de doigts, aller trouver du boulot ailleurs, parce qu'il y a aussi, on est sur certains métiers qui sont pénuriques. Enfin, Laurent, je sais que toi, tu as des collaborateurs qui sont très sollicités. Et donc, dans ce qu'on communique sur notre page carrière, sur nos offres d'emploi, si ça ne se vérifie pas sur le terrain, c'est des gens qu'on ne va pas réussir à garder. Oui, tout à fait. Et puis, si vous n'utilisez pas la solution Team Starter, prenez-la, parce qu'elle est vraiment très bien. Elle permet... C'est en toute objectivité, on est utilisateur. Mais voilà, sachez que c'est une très bonne solution et pour effectivement rebondir sur ce que disait Hélène, effectivement l'importance de la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Oui. Et après, peut-être juste pour finir sur une note où il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être ce côté, pour reboucler sur la jeune génération, ils peuvent avoir un petit côté impatient, en fait, et dans certains cas, de décision trop rapide, où c'est là où aussi il faut faire preuve de pédagogie, c'est-à-dire qu'en fait, pour éviter finalement à un moment donné,
par rapport à ce décalage qu'il peut y avoir sur « ah bah tiens, on m'a dit ça, puis la réalité est différente ». Oui, il faut quand même pas avoir peur, ou en tout cas, il faut vraiment aller expliquer, parce qu'effectivement, alors, soit c'est du structurel, et donc dans ce cas-là, il a raison, je dirais, il a raison de s'en aller, soit c'est, je dirais, il y a du conjoncturel, et on va lui expliquer, ah ben oui, effectivement, c'est peut-être pas ce qu'on t'avait dit, mais je vais t'expliquer en fait ce qui s'est passé. Voilà, et entre guillemets, laisse-nous une deuxième chance, et on va voir ce qui va se passer. Voilà, c'est des choses qui nous sont arrivées, et c'est important effectivement là de se dire, je vais discuter, dans certains cas, se dire, ben oui, il est peut-être, voilà, il switch très rapidement, mais oui, c'est peut-être là où il faut faire preuve d'un peu plus de communication et de pédagogie, effectivement, pour éviter qu'ils prennent une décision qu'ils pourraient regretter et que l'entreprise va regretter par la suite. Ok. Bon, ben là, ça fait 1 heure tout pile. On va se laisser sur ces mots-là. Merci à tout le monde pour votre participation. Il y avait eu énormément de questions. On n'a pas pu répondre à tout. Mais on vous fera passer à toutes les personnes présentes les coordonnées de Laurent et Florent s'ils sont d'accord, et vous pourrez aller discuter et échanger avec eux sur LinkedIn ou avec moi aussi d'ailleurs pour parler de Team Starter notamment. Merci à tous. N'hésitez pas donc à nous contacter via LinkedIn si vous avez envie d'approfondir certains sujets, parce que c'est très vaste, la marque employeur. Là, on a effleuré un petit peu le sujet, mais il y a encore énormément de choses à dire. Merci à tous, merci à Laurent et à Florent pour votre participation. Et je vous souhaite un bon appétit à tous et une très bonne journée. Merci à toutes et tous. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci, au revoir, bon week-end. Au revoir.